Le 11 juin 1940, Adolf Hitler vient sur le front savourer sa victoire. La France est à genoux. Mais cette fulgurante percée impose une décision. Que faire de cet ennemi vaincu? L'écraser comme la Pologne? Le soumettre comme les Pays-Bas? Ou imaginer une autre voie? Otto Abetz. C'est lui le diplomate de 37 ans qu'Hitler va bientôt nommer ambassadeur et qui propose de construire avec la France une relation politique différente. Car Otto Abetz aime la France. Il y a longtemps vécu, en connaît la langue, la culture. Il a épousé une Française, Suzanne, qui le rejoindra bientôt. Depuis des années, il travaille au rapprochement politique et culturel entre les deux pays. Alors le 14 juin 1940, quand il pénètre en France dévastée, ressent-il le frisson de la victoire ou la compassion d'un ami? Des dizaines de milliers de morts, 1 800 000 prisonniers, et l'armée allemande triomphante qui occupe le territoire. Abetz aime la France. Mais serait-il de ces amoureux qui ne peuvent vivre leurs sentiments que dans la domination ou la destruction? Le 14 juin, Paris est déclarée ville ouverte par le gouvernement qui s'est réfugié à Bordeaux. Les Parisiens qui n'ont pas fui découvrent le visage des nouveaux maîtres du pays. Le lendemain, Otto Abetz prend possession de l'hôtel de Beauharnais, le siège de l'ambassade d'Allemagne. C'est de là qu'il entend tirer les ficelles de la politique française. Car s'il donne l'image d'un homme souple, loin de la caricature du nazi qu'il est pourtant, c'est un manipulateur, un maître du double jeu. 2 jours plus tard, dans son bureau, Abetz entend un appel historique. Avec les Français, il découvre la voix du maréchal Pétain, nommé la veille chef du gouvernement. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. L'armistice. Pétain dépose les armes. Hitler ne peut contenir sa joie. Et il décide d'en faire un moment d'humiliation supplémentaire pour la France. Il ordonne que tout se passe dans le wagon qui servit en 1918 pour la signature de la capitulation allemande, positionné au même endroit, dans la clairière de Rotonde.
Un instant, surprenant tout le monde, Hitler se dirige vers la statue de Foch, le vainqueur de la Grande Guerre. Ne nous y trompons pas. Il ne le salue pas, mais le toise. Il vient de décider qu'à l'issue de cette cérémonie, toutes les statues de Rotonde seront détruites. C'est là, dans cet ancien wagon-restaurant, dans un texte de quelques pages, que se joue le destin de la France. Le pays est coupé en deux par une ligne de démarcation. Une zone nord, occupée par les Allemands, sous la férule d'un commandant militaire. Une zone sud, laissée au gouvernement français. C'est le général Huitzinger qui conduit la délégation française dans un silence glacial. Les gestes de salut sont mécaniques et les regards s'évitent. Et si chacun semble chercher sa place, pour Hitler, celle de la France est claire. Celle du vaincu qui devra payer les frais de l'occupation. 400 millions de francs par jour. Comme Hitler l'avait ordonné, la clairière et les statues sont détruites. Le lendemain, le Führer s'offre une visite de 2 heures dans Paris. C'est la première fois qu'il vient dans la capitale française et n'y reviendra plus jamais. Ses idées pour la France se précisent. Pour mieux poursuivre sa conquête de l'Europe, il la veut vassaliser. À Vichy, où le gouvernement s'est installé, le monde politique vit dans l'affolement. La grande majorité des parlementaires vient de liquider la République. Ils ont légalement donné le pays à un homme de 84 ans, qu'ils pensent providentiel. Philippe Pétain, l'un des... Ses titres, sa gloire et son grand âge inspirent confiance. On se trompe. Pétain est un ambitieux qui n'est pas encore rassasié. Après avoir obtenu les pleins pouvoirs, il s'octroie le titre de chef de l'État français. Enfin tacticien, il suspend les assemblées. Il exploite le chaos politique pour engager une refondation autoritaire de la France. La Révolution nationale. Un mouvement réactionnaire revenant sur tous les acquis de la démocratie et de la République. Le maréchal a convié tous les Français à faire ce qu'il a appelé la Révolution nationale, c'est-à-dire une vraie révolution, rompant délibérément et définitivement avec tout ce qui a conduit la France dans l'état où elle se trouve actuellement. Et les boucs émissaires sont immédiatement désignés. Les étrangers, les francs-maçons et les juifs sont progressivement exclus de la société par une série de lois révélant la nature raciste et antisémite du régime. À Vichy et ses environs, ce sont plus de 40 000 fonctionnaires et militaires qui s'entassent dans les différents hôtels pour ce qu'ils pensent être un bref séjour. Quant aux membres du gouvernement, ils forment un attelage hétéroclite. Hommes d'extrême droite, parfois de gauche, pro-allemands, anti-allemands, militaires ou anglophiles. Depuis son ambassade, Otto Abetz observe ce petit monde s'agiter. Il écrit à Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, « Toute la France se trouve encore dans un état d'irrésolution politique. Le nouveau gouvernement fait figure de pont de secours branlant au-dessus d'un gouffre menaçant.
Et il choisit comme interlocuteur, non pas Pétain, qu'il juge trop nationaliste, mais un politicien qu'il connaît depuis longtemps, Pierre Laval. Pierre Laval a 57 ans. Il cherche à revenir dans le jeu politique, et la défaite vient de lui offrir une opportunité inespérée. Tout au long des années 30, Pierre Laval a goûté aux saveurs du pouvoir. 11 fois ministre et 2 fois président du Conseil. Il a été l'une des pièces centrales de la vie politique. Celui qui décide, celui qu'on écoute. Durant près de 10 ans, il joue dans la cour des puissants. Lui, l'enfant du Puy-de-Dôme, fils d'un simple aubergiste. Il sillonne le monde en visite d'État à la Maison-Blanche, à Moscou avec Staline, à Rome avec Mussolini, ou à Berlin où il fait fabriquer ses cravates, éternellement blanches. Et à la tribune de la Société des Nations où il prône une ligne claire, sauvegarder la paix en Europe en rapprochant la France et l'Allemagne. J'évoque aujourd'hui le différend qui pèse si lourdement sur notre Assemblée. Écarté du pouvoir, il est traité avec mépris par le Front populaire. Depuis, il n'a plus qu'une ambition, dévorante, prendre sa revanche et à nouveau gouverner. Mais, à Vichy, Pierre Laval est contesté. N'incarne-t-il pas cette république que l'on vient d'abattre? Lui, le pragmatique, capable de s'arranger de tout pour se maintenir au pouvoir? Il n'est que vice-président du Conseil et ministre sans portefeuille. Il doit s'imposer. Alors, l'animal politique qu'il est va jouer le tout pour le tout. Le 19 juillet 1940, il quitte Vichy. Direction Paris. Laval est le premier membre du gouvernement avec qui l'occupant a pris contact. Abetz l'a convié pour un dîner en tête-à-tête. Pétain en a été terriblement vexé. Au menu, les relations entre la France et l'Allemagne, dont ils vont écrire ce soir-là le nouvel acte. Les deux hommes se connaissent bien, ils ont le même objectif. Rapprocher leurs deux nations. C'est durant ce dîner que Laval affirme, à titre personnel, je souhaite la collaboration entre nos gouvernements, sans arrière-pensée et pour le bien de l'Europe. La collaboration, le mot est prononcé par un Français. Abetz n'en espérait pas tant. À l'hôtel du Parc, dans la suite 124, dont il a fait son bureau, Pétain fulmine. Laval agit sans lui rendre compte de rien. Il ne supporte déjà plus les manières de cet homme, qui lui souffle dans le nez la fumée de ses cigarettes et affiche son ambition de lui succéder un jour. Dans le bureau du dessous, Laval ne cache pas son manque d'estime pour celui qui n'est, à ses yeux, qu'un militaire, un vieillard en sursis. Le professionnel de la politique, c'est lui. Il répète souvent « Je connais mon métier, laissez-moi faire ». Dans ce climat de méfiance, les deux hommes s'entendent pourtant sur un point. Ils veulent soulager les contraintes de l'occupation et permettre à la France d'être traitée d'égal à égal. Pour cela, ils n'entrevoient qu'une seule politique, la collaboration avec le vainqueur. Ce rapprochement avec l'ennemi d'hier rend les Français perplexes. Même si les Allemands, en ce début d'occupation, donnent une image différente de ce qui était redouté. Courtois, aimable et même charmeur.
après la sidération de la défaite et le chaos de l'occupation, naît chez les uns et chez les autres, entre les vaincus et les vainqueurs, une curiosité faite d'attirance et de peur. L'attrait de l'autre, de l'étranger, la transgression de goûter à l'ennemi, le désir d'une virilité fantasmée, celle de celui qui a gagné la guerre, pousse de façon irrépressible à un rapprochement. De leur côté, après l'âpreté des combats, après l'étourdissement de leurs fulgurantes percées, les soldats allemands découvrent un pays de cocagne. Il fait bon durant cet été 1940. Et les corps fatigués des soldats n'ont qu'un seul besoin, exulter, sentir qu'ils sont encore en vie. Pour les officiers qui réquisitionnent les plus belles maisons, c'est l'heure de la vie de château. Champagne, cigares et franche camaraderie. Pour tous les soldats allemands, être muté en France sera toujours vécu comme une récompense. De cette fréquentation quotidienne entre Français et Allemands va naître une première forme de collaboration. Une collaboration intime, faite de milliers d'histoires, de désirs et d'amour entre des êtres pourtant déterminés comme ennemis, portant en elles dès son origine le poids de la faute et du péché. Histoire d'un regard qui devient une première fois, d'un été que l'on sait inoubliable, d'un été où l'on se sent belle et désirable, où Paris semble nous appartenir. Histoire pudique ou impudique, où l'on se donne entièrement au regard de l'autre. Histoire d'un âge que l'on voudrait retenir un peu. Histoire entre garçons cachés dans les blés sauvages. Histoire d'hommes et de femmes qui, dans le secret des maisons réquisitionnées, perdent leurs masques et leurs retenues. Et de toutes ces histoires naîtront, durant l'occupation, plus de 80 000 enfants. Début août 1940. Hitler a convoqué Abetz au Berghof, son nid d'aigle. L'ambassadeur lui remet son mémorandum sur la France. Il écrit « Tout doit être fait pour favoriser la désunion de la France et par là même sa faiblesse afin d'influencer l'évolution de sa vie politique et assurer notre domination. » Cette option séduit Hitler, mais il hésite encore. Il a également invité Ribbentrop, son ministre des Affaires étrangères. Les deux diplomates lui proposent de traiter la France différemment des autres pays conquis, en lui offrant un partenariat qui rassurerait le monde sur les méthodes allemandes tout en maintenant la France soumise. Un jeu de dupes dont il serait le maître. Hitler ne se prononce toujours pas. Car à Berlin, une autre politique est envisagée. Hermann Göring et Joseph Goebbels veulent traiter la France comme la Pologne. Un écrasement définitif et le pillage des richesses. Göring écrit « La collaboration de messieurs les Français, je la vois seulement de la façon suivante, piller tout jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. »
C'est dans le train qui le ramène d'Espagne qu'Hitler va finalement trancher. Franco vient de refuser d'entrer en guerre à ses côtés contre la Grande-Bretagne, son nouvel objectif. Le Führer cherche donc des alliés et la collaboration tombe à point nommé. Il explique. La France va participer à l'effort de guerre allemand et cela de son plein gré. Sur le chemin du retour, il décide de s'arrêter à Montoire-sur-Loire et invite Pétain à le rencontrer. Si en privé, ni Pétain ni Laval ne manifestent de grande empathie pour le régime nazi, ils savent que l'Allemagne va bientôt dominer l'Europe. Pragmatiques, ils ont choisi de se placer dans le camp du vainqueur. Ce sera leur première et dernière rencontre. Pétain et Laval sont d'accord pour engager une collaboration d'État pour laquelle ils demandent 3 contreparties. Un assouplissement de la ligne de démarcation, une baisse du tribut financier et la libération des prisonniers. Hitler prend note, mais ne répond sur rien. Pour lui, la collaboration ne se fera qu'à sens unique. L'entrevue débouche sur un simple communiqué annonçant qu'une collaboration a été envisagée. Jamais rien d'officiel ne sera signé, aucun programme précis ne sera évoqué. Mais la photo de la poignée de main entre le vainqueur et le vaincu a choqué l'opinion. Les préfets font remonter au gouvernement l'inquiétude et la perplexité des Français. Pétain décide alors d'expliquer son choix. Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Je vous dois à ce sujet quelques explications. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos 2 pays. J'en ai accepté le principe. Cette collaboration doit être sincère. Elle doit être exclusive de toute pensée d'agression. Cette politique est la mienne. Les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seul que l'histoire jugera. Et dans un premier temps, les Français le jugent bien. Pétain illusionne tout le monde. N'est-il pas l'homme providentiel qui vient de sécuriser la paix? La paix. Une idée forcément populaire, sur laquelle il s'appuie pour installer un peu plus son pouvoir personnel en demandant aux Français de lui jurer obéissance et fidélité. Et il envoie un signal fort à l'occupant en nommant leur protégé. Pierre Laval devient ministre des Affaires étrangères. Ça y est, il vient de gagner. Un pas de plus dans sa reconquête du pouvoir. Son premier geste ne peut que satisfaire les Allemands. Il leur offre l'or confié par l'État belge à la Banque de France. En contrepartie, il espère obtenir beaucoup, car lui aussi croit dans une politique de donnant-donnant. Cruelle et naïve illusion. En échange de ce fabuleux trésor, les Allemands ne relâchent que quelques milliers de prisonniers. Et il concède à la nomination d'un représentant diplomatique. Georges Scapini, ancien député, revenu aveugle des tranchées. La cécité pour représenter Vichy auprès du Reich. Tout un symbole.
L'Allemagne ne peut envisager de rendre ses prisonniers que si un intérêt commun franco-allemand se dégage d'une manière claire. Le principe en a été fixé à Montoire lors de l'entrevue du chancelier Hitler. Première conséquence de Montoire. Un acte symbolique. Une cérémonie inimaginable. Le 1er novembre 1940, Français et Allemands rallument ensemble la flamme du soldat inconnu. La collaboration dans la commémoration. La guerre entre les deux pays ne doit plus être qu'un souvenir du passé. L'idée de la collaboration s'installe progressivement dans les mentalités, notamment celle des élites économiques qui vont y trouver le moyen de poursuivre leurs affaires. À l'hôtel Crillon, l'occupant organisera à partir de 1942 les déjeuners de la table ronde, baptisés par certains les déjeuners de la trahison. Industriels et banquiers y rencontrent les autorités allemandes. Par une sorte de loi naturelle, celle du maintien d'une activité économique, ils vont trouver dans l'Allemagne en guerre un gigantesque marché. La collaboration économique verra bientôt 80% des constructions automobiles et 100% des constructions aéronautiques destinées à l'effort de guerre allemand. La France enverra aussi vers l'Allemagne la moitié de sa production sidérurgique et les 3/4 de son minerai de fer. Le pays est en train d'être saigné à blanc. C'est exactement la collaboration que voulait Hermann Göring. Le dauphin d'Hitler prend régulièrement ses quartiers à Paris, à l'hôtel Ritz. Il a chargé Abetz de la sécurisation des œuvres d'art du patrimoine français. En réalité, un pillage qui ne dit pas son nom. L'ambassadeur écrit « Nous devons assurer la mise en sécurité express des trésors d'art français des musées parisiens ou de la zone occupée, tout comme les œuvres appartenant à des Juifs. » Très vite, les 3 plus grandes salles du Louvre ne suffisent plus à stocker les sculptures, meubles ou tableaux. On annexe le jeu de paume, où Göring vient faire son marché pour alimenter sa collection privée. C'est par camion entier que les œuvres partent vers l'Allemagne, sans aucune protestation du gouvernement de Vichy. Enfin, les Allemands font main basse sur les grandes entreprises dirigées par les Français d'origine juive. C'est le cas des Galeries Lafayette, le grand magasin parisien. Son propriétaire est remplacé par un administrateur allemand. L'ensemble des recettes est consigné à la Caisse des dépôts, sur le compte numéro 501, et doit en théorie ne pas en sortir. En théorie, car l'argent du compte 501 va être envoyé en Allemagne. Ayant tout accepté jusque-là, le gouvernement français se décide à réagir et annule par décret toute arianisation des entreprises. À l'hôtel Majestic, où se tient la section économique de l'administration allemande, le général Elmar Michel connaît son premier conflit avec Vichy. Et il n'a d'autre choix que d'obtempérer. Les administrateurs allemands doivent partir. Mais en réalité, ils cèdent la place à des hommes nommés par Pétain. Car ce que Pétain veut, ce n'est pas protéger les entrepreneurs juifs, c'est faire main basse sur leurs affaires. 47 000 entreprises sont ainsi mises de force sous la tutelle de Vichy. Quant à Göring, qui a encore les yeux rivés sur l'Angleterre, il quitte la France en exhortant ses soldats. Vous devez vous transformer en une meute de chiens de chasse, toujours sur le qui-vive, et prendre tout ce qui pourrait servir le peuple allemand.
Ainsi, une grande partie de la production agricole est envoyée en Allemagne. Contribuant avec le blocus maritime à plonger le pays dans la misère et la famine. Désormais, on ne s'alimente plus qu'avec des tickets de rationnement. Et c'est Göring lui-même qui fixe le nombre de calories nécessaires. 2000 pour un adulte actif, à peine 690 pour une personne âgée. Face au doute naissant dans la population, Otto Abetz cherche à créer un événement symbolisant la bonne entente entre les deux pays. Il organise le retour en France des cendres de l'Aiglon, le fils de Napoléon. Il y invite Pétain, espérant une belle photo comme un montoir. L'entourage de Pétain suspecte un piège. Les Allemands pourraient retenir le maréchal à Paris, laissant le champ libre à Pierre Laval. Il ne supporte plus son ministre des Affaires étrangères et voit dans cette affaire sa main manipulatrice. Le 13 décembre 1940, alors que le cercueil de l'Aiglon quitte Vienne, Pétain révoque Laval. Et devant la réaction violente de Laval, il ordonne son arrestation. La collaboration vient de connaître son premier coup de théâtre. À Paris, Abetz est furieux. Sa grande cérémonie est un fiasco politique. Ni Pétain, ni Laval n'y assistent. Et l'ambassadeur y prononce ces mots. C'est Pierre Laval qui a créé l'atmosphère de la collaboration et qui reste pour nous le garant de cette politique. Un soutien sans faille. Car Abetz voit dans la mise à l'écart de Laval l'ombre portée de son propre échec. Dès le lendemain, il fonce vers Vichy. Il exige le retour de son protégé. Et si Pétain ordonne la libération de Laval, il ne lui confie aucun poste. Et c'est ensemble, dans la même voiture, qu'Abetz et Laval repartent vers Paris. Débarrassé de ce politicien dont il se méfiait, Pétain est redevenu le maître du jeu. Il nomme le nouvel homme fort, un officier supérieur, comme lui, dont il apprécie la rigueur et la loyauté. Ministre de la Marine, des Affaires étrangères, vice-président du Conseil, l'amiral Darlan est officiellement désigné comme successeur du maréchal. Darlan aussi est un ambitieux. Et il le sait, pour durer, il va falloir satisfaire les demandes allemandes avant même qu'elles ne soient formulées. Il promulgue une nouvelle loi sur le statut des Juifs et inaugure le commissariat général aux questions juives. Recensement, fichage, spoliation et bientôt arrestation. Le commissariat devient le rouage administratif d'un antisémitisme d'État de plus en plus compatible avec l'occupant. Sous la pression allemande, une exposition est organisée qui crée de toutes pièces des boucs émissaires au malheur de la France. L'exposition « Le Juif et la France » va recevoir plus de 200 000 visiteurs. Enfin, l'occupant décide l'internement des Juifs étrangers et apatrides dans les camps de Drancy, Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Des camps gérés par les gendarmes français. La politique antisémite de Vichy se synchronise progressivement avec la logique nazie.
Le 11 mai 1941, Abetz escorte Darlan jusqu'au nid d'aigle. Le Führer est cassant. Je tente cette politique de collaboration pour la dernière fois. Si la France ne comprend pas, la leçon qu'elle vient de recevoir serait peu de choses en regard de ce qui adviendrait. Car ce que veut maintenant Hitler, c'est un engagement militaire de la France à ses côtés. Alors Darlan va pousser la collaboration vers son sommet. Durant une semaine, il négocie avec Abetz les protocoles de Paris. Par ces accords, la France offre les bases militaires de son empire aux Allemands. Ils en ont besoin pour mener leurs attaques contre les Anglais. Mais en échange de cette collaboration militaire, la France n'obtient toujours rien. Pétain s'en plaint à Göring. J'ai compris que la collaboration impliquait de traiter d'égal à égal. S'il y a en haut un vainqueur et en bas un vaincu, il n'y a plus de collaboration. Il y a ce que vous appelez un diktat. Pétain commence à comprendre. Pour collaborer, il faut être deux. Pour l'heure, il est seul. À l'ambassade, Otto Abetz continue de recevoir le tout Paris. Avec son épouse, Suzanne, il rassure le monde de la création. Mais sous ce masque d'homme ouvert, il étend un peu plus son contrôle sur la culture. Il place le cinéma français sous l'autorité de la société continentale. On ne tourne plus que les scénarios ayant reçu le feu vert des censeurs allemands. Il organise des voyages à Berlin pour des comédiens français dans le but d'engager des coproductions entre les deux pays. Autre voyage au cœur du Reich, celui fait par les artistes comme Derain ou Vlaminck, à qui l'on fait visiter les ateliers du sculpteur officiel d'Hitler, Arno Breker, qui travaille à l'édification du nouveau Berlin. En retour, une grande exposition lui est consacrée au musée de l'Orangerie. L'imaginaire viril des nazis y est célébré comme il se doit par les tenants de la collaboration. Les écrivains et les éditeurs font aussi le voyage outre-Rhin. Jacques Chardon, Drieux-La Rochelle ou encore Robert Brasillac se rendent au Salon du livre allemand. Ils sont accueillis par Goebbels, qui vient de superviser l'assainissement de la littérature française, soit 2000 titres et 850 noms à éradiquer des bibliothèques et librairies. Enfin, Abetz accorde une grande importance à la musique de son pays. Il organise la venue à Paris de l'Orchestre philharmonique de Berlin et invite Winifred Wagner, la fille du grand compositeur. Un hommage lui est rendu au palais de Chaillot. C'est un chef âgé de 32 ans, membre du parti nazi qui dirige l'orchestre, Herbert von Karajan. Mais alors que le tout Paris vibre aux premières notes du Tannhauser, au 78 de la rue de Lille, la secrétaire d'Abetz termine la rédaction du rapport destiné à Ribbentrop. Il écrit « Afin de pouvoir contrôler les mouvements politiques, nous devons établir des relations avec chacun d'eux et exploiter au maximum leur rivalité. » Abetz poursuit sa petite musique, la fragmentation du monde politique français. Pour cela, il favorise l'émergence des ultras de la collaboration, les collaborationnistes. Avec eux, il n'est plus question de s'accommoder de l'occupation comme le fait le régime de Vichy, mais bien de vouloir la victoire de l'Allemagne nazie. L'Angleterre a perdu l'Europe. Elle est en train de perdre le peu d'influence qu'elle avait sur le continent soviétique. Elle perdra demain l'influence qu'elle a aux Indes. L'Angleterre est vaincue. Jacques Doriot,
Un ancien du Parti communiste dont il fut exclu dirige le Parti populaire français. C'est le plus important des partis collaborationnistes avec 30 000 adhérents, la plupart issus de l'extrême droite. Il veut en faire l'équivalent du Parti national-socialiste allemand et rêve de prendre la tête d'un gouvernement fasciste. Et c'est dans la mesure où les Français auront commencé le remembrement intellectuel de leur pays que l'Europe commencera à s'apercevoir que la France existe encore. Son grand rival est Marcel Déat. Polytechnicien, normalien, agrégé de philosophie, il a pour ambition de construire une Europe socialiste nazie et cherchera bientôt à rassembler la gauche collaborationniste. Son parti, le Rassemblement national populaire, regroupe moins de 20 000 militants. Il cherche par tous les moyens à peser sur la politique de Vichy qu'il juge trop tiède. Derrière ces deux leaders se développent plusieurs partis d'extrême droite, comme le mouvement social révolutionnaire d'Eugène Deloncle, un polytechnicien brutal qui a dirigé la cagoule. L'heure des bonnes intentions et des bonnes volontés est passée. Je vous appelle aux armes. Aux armes contre le bolchevisme, ennemi de l'Europe. Aux armes pour la révolution nationale française. Aux armes pour rendre à la France son droit à la vie européenne. Aux armes pour construire le monde de demain qui ne saurait se passer d'elle. Et Otto Abetz cultive ces différents mouvements comme un jardinier ses jeunes pousses. Il leur permet d'exister en leur accordant des moyens financiers et en leur donnant accès au papier. Les Allemands en maîtrisent la distribution et l'octroi selon la docilité des éditeurs et des rédactions. Plus d'une vingtaine de journaux collaborationnistes voient ainsi le jour, tirant parfois à plus de 100 000 exemplaires, comme Je suis partout et Au pilori. Et leurs chefs ont compris que l'union fait la force. 2 semaines après l'attaque de l'URSS par l'armée allemande, ils fondent la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. La lutte qui est ouverte contre le bolchevisme doit se terminer par son écrasement. Sans l'écrasement du bolchevisme, pas d'Europe. Le bolchevisme est devenu le nouvel ennemi de l'Europe nazie. En s'engouffrant dans ce combat, la collaboration franchit un cap. Des Français vont porter volontairement l'uniforme allemand et combattre aux côtés de la Wehrmacht. Le recrutement pourtant déçoit ses fondateurs. Jamais la Légion ne dépassera les 12 000 membres. Mais à Versailles, pour cette première sortie, tous les officiels sont là. Fernand de Brinon, qui représente le maréchal Pétain, Marcel Déat et Pierre Laval, qui n'a plus aucune fonction officielle. Il s'est imposé au premier rang, aux côtés des Allemands, qui ont autorisé l'exécution de la Marseillaise, jusque-là interdite. Pétain lui-même apportera sa caution en adressant un télégramme. La LVF détient une part de notre honneur militaire. L'honneur militaire a ce jour-là la couleur du salut nazi. Mais la cérémonie est brusquement interrompue par les tirs d'un jeune opposant, Paul Colette. Il vient de tirer sur Déat et Laval. Pour la première fois, on a voulu tuer les responsables de la collaboration. Le premier à se rendre à l'hôpital est Otto Abetz. L'ambassadeur viendra chaque jour s'enquérir de son ami Laval et préparer son prochain retour au pouvoir.
Ça y est, des Français portent l'uniforme allemand, l'uniforme de l'ennemi. Ce sont les premiers engagés de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Ils viennent de combattre sur le front russe, aux côtés de la Wehrmacht. Fernand de Brinon, l'ambassadeur de Vichy, est venu distribuer quelques médailles aux rescapés. Des Français meurent pour le Troisième Reich, avec le soutien du régime. La collaboration vient d'atteindre un de ses sommets. Je vous demande donc de dire que ceux qui se battent à l'Est s'y battent pour leur idéal. Dites seulement aux Français que ceux qui se battent à l'Est pour refaire, côte à côte avec la Wehrmacht, une France forte, sont de vrais Français qui se battent pour leur pays. Mais la collaboration ne fonctionne que dans un sens. C'est un contrat de dupe. La France donne, mais n'obtient rien. Pétain s'en plaint à Göring, qui vient de lui accorder une entrevue, en gare de Saint-Florentin. Tout en fausse bonhomie, Göring accueille le maréchal. Mais soutient-il le bras d'un vieil homme chancelant ou lui impose-t-il le chemin à suivre? Car si Pétain continue de réclamer le retour des prisonniers et la fin de la ligne de démarcation, Göring n'a rien à concéder. Pour lui, la France n'est qu'un pays vaincu qu'il faut piller jusqu'à l'épuisement. Certains à Vichy dénoncent l'échec de cette politique de collaboration et jouent double jeu. Un pied dans le système de Vichy, un autre dans les mouvements de résistance. Une minorité de fonctionnaires et de militaires encore attachés à la République qui constatent la dérive fascisante du régime. Pétain vient en effet d'apporter sa caution à la création du service d'ordre de la Légion, dirigé par Joseph Darnand. Homme d'extrême droite, nationaliste virulent, il a ardemment combattu les Allemands durant la Grande Guerre et la bataille de mai 1940. Le service d'ordre de la Légion est une police parallèle chargée de la répression contre les Juifs, les communistes et les opposants. Les ultras de Vichy viennent ainsi de mettre un pied dans les sphères du pouvoir. Et ils comptent bien s'en emparer. À genoux! Je m'engage sur l'honneur à servir la France et le maréchal Pétain, chef de la Légion, à faire triompher la révolution nationale et son idéal, SOL. Debout! À Vichy, les Allemands ne font plus confiance à l'amiral Darlan. Ils le soupçonnent d'être de connivence avec les Américains qui viennent d'entrer en guerre. Ils veulent s'en débarrasser. Ça tombe bien. Otto Abetz cherche à imposer le retour de son ami Pierre Laval. Le 12 mars 1942, comme chaque semaine, il se rend au restaurant Maxime pour déjeuner avec lui. Et il lui transmet un message de Göring. Les Allemands veulent l'installer à la tête d'un nouveau gouvernement. En contrepartie, ils exigent une collaboration totale et sincère. Laval jubile. Il est redevenu la pièce centrale du jeu politique. Lui, l'homme qui pense s'arranger de tout, glisse lentement du compromis à la compromission. Pétain a cédé. Il charge Laval de former le nouveau gouvernement. Mais il limite son pouvoir en imposant Darlan comme chef des armées et dauphin officiel. Fort de sa nouvelle position, Pierre Laval revient à Paris et investit un lieu qui lui est cher, l'hôtel de Matignon. Il est à la fois chef du gouvernement, ministre des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de l'Information. Sa première lettre est pour Hitler, à qui il écrit
Je suis heureux de pouvoir reprendre et continuer avec vous la politique de Montoire en vue d'une réconciliation franco-allemande. Mais Laval ne reste pas longtemps éloigné de Vichy. Chaque semaine, il rejoint sa femme et sa fille dans le château familial de Châteldon, sa ville natale. Depuis des années, il y développe des affaires fructueuses. Il est propriétaire de la source d'eau minérale gazeuse. Peu soucieux du conflit d'intérêts, le nouveau chef du gouvernement n'hésite pas à promulguer une loi donnant un statut officiel à l'eau de source, lui permettant d'être commercialisée à grande échelle. Désormais, Laval contrôle tout et peut choisir un nouveau chef pour la police. Un jeune et ambitieux préfet qu'il a connu dans les ministères de la Troisième République, René Bousquet. Avec ce fonctionnaire sans état d'âme, il développe une forme de collaboration que les Allemands veulent renforcer. La collaboration policière. L'objectif, anéantir les résistants. Leur mouvement commence à se structurer. Une poignée d'hommes et de femmes déterminés, une armée de l'ombre qui multiplie les actions clandestines au péril de leur vie. La collaboration policière conduira à l'arrestation de plus de 70 000 personnes. Comme ce groupe de jeunes communistes qui a multiplié les attentats dans la capitale. Leur procès est une parodie de justice. Les Allemands condamnent 25 d'entre eux à la peine de mort. Désormais, la répression allemande s'abat, impitoyable, féroce. Pour un Allemand tué, Hitler réclame l'exécution d'une centaine d'otages français prélevés dans les prisons. Personne à Vichy ne semble s'émouvoir de la disproportion monstrueuse entre les actes et les peines. La ville est comme fermée sur elle-même, persuadée d'être la capitale d'un État encore souverain. Quant à Pierre Laval, il est convaincu que l'histoire lui donnera raison et qu'il agit pour le bien des Français. Avec Otto Abetz, il travaille d'ailleurs à une nouvelle étape de la collaboration. Car Abetz le sait, la collaboration doit maintenant se synchroniser avec l'idéologie nazie. Reinhard Heydrich, l'architecte de l'extermination de tous les Juifs d'Europe, vient à Paris sur ordre d'Hitler. Ce sont désormais des SS qui vont coordonner l'appareil répressif en zone occupée. Leur chef est Karl Oberg, que l'on va bientôt surnommer le boucher de Paris. Immédiatement, Heydrich convoque Brinon et Bousquet. La collaboration doit maintenant passer par une totale soumission de la police française, qui gardera l'apparence de son indépendance. L'enjeu, la répression et le sort des populations juives de la zone occupée. La 8e ordonnance allemande impose aux Juifs de la zone occupée le port de l'étoile jaune. Pour fabriquer les dizaines de milliers d'étoiles, les Allemands lancent un appel d'offres et sélectionnent 2 entreprises françaises. Poplin, qui possède le métrage de tissu nécessaire, et Vauter et Fils, spécialisés dans l'impression textile. En 2 semaines, leurs usines réussissent à livrer 400 000 étoiles. Trois par personne, distribuées dans les commissariats et les préfectures. Sommet du cynisme, elles sont payantes et coûtent 1 point textile prélevé sur les cartes de rationnement.
Après le port de l'Étoile, Auberg exige de la France la déportation de 100 000 Juifs. Pierre Laval hésite. Comme toujours, il cherche à négocier. Au final, ce sont des policiers et des gendarmes français qui arrêteront les Juifs étrangers. Car il impose un distinguo entre Juifs étrangers et Juifs français qu'il prétendra ainsi protéger. Il poursuit cette politique de troc humain en proposant d'y inclure les enfants et les adolescents entre 2 et 15 ans. Il s'explique devant le Conseil des ministres le 10 juillet 1942. Dans une intention d'humanité, je suggère que les enfants soient autorisés à accompagner leurs parents. Mais la réalité est tout autre. Le sort des enfants pose à Laval un problème pratique. Comment gérer les 4000 enfants qui vont être privés de leurs parents ? Pierre Laval, qui fut dans sa jeunesse avocat pour enfants délinquants, semble avoir perdu le cœur et la raison. Il paraît plus simple de déporter les enfants que de trouver une solution logistique à leur accueil. Dès le lendemain, les autorités allemandes s'interrogent. La question des enfants juifs restant en zone occupée n'intéresse pas le président Laval. Il en propose la déportation. Que faire ? La question surprend jusqu'à Berlin, qui met 10 jours à répondre. Le 14 juillet, Adolf Eichmann, coordinateur de la destruction des Juifs, téléphone sa réponse. Les enfants peuvent être déportés. Dès le lendemain, René Bousquet ordonne une grande rafle dans la capitale. Ces arrestations sont rendues possibles grâce au travail d'André Tullard, sous-directeur des affaires juives à la préfecture de police, qui a réalisé un gigantesque fichier de 150 000 noms. Les 16 et 17 juillet 1942, la police française procède à Paris à l'arrestation de 12 884 juifs étrangers et apatrides. La plupart sont parqués au Veldiv, première étape de leur martyre qui les conduira vers les camps de la mort. Pétain, Laval et Bousquet prétendront ne rien savoir de l'existence des camps d'extermination. Ils acceptent le discours mensonger des Allemands. Les Juifs sont déportés vers des camps de travail. Les hommes de Vichy ne chercheront jamais à en savoir plus. Mais ne pas vouloir savoir ne signifie-t-il pas que l'on en sait déjà un peu ? Et Pierre Laval assume en déclarant « Rien ni personne ne pourra nous dissuader de mener à bien la politique qui consiste à purger la terre de France des éléments indésirables, c'est-à-dire sans nationalité. » Durant la seule année 1942, 43 000 Juifs, dont 6 000 enfants, seront ainsi déportés. Dans la torpeur de l'été, les rafles antisémites provoquent un bouleversement de l'opinion publique. Des associations catholiques et protestantes dénoncent le sort infligé aux Juifs. Plusieurs évêques, dont celui de Toulouse, Monseigneur Saliège, font lire dans leurs églises « Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes. Ils font partie du genre humain, ils sont nos frères comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. » Des voix dissonantes au sein d'une église plutôt disposée à soutenir le régime officiel. En cette année 1942, la France se fissure un peu plus. Si certains cachent des Juifs, d'autres se fourvoient dans la délation, encouragés par Vichy. Des dizaines de milliers de lettres de dénonciation sont envoyées aux autorités allemandes. C'est une autre forme de collaboration, individuelle et souvent anonyme.
Depuis le printemps 1942, la guerre qu'Hitler mène contre l'armée rouge épuise la Wehrmacht. Le Führer doit vider les usines de ses ouvriers pour les envoyer sur le front de l'Est. Il veut compenser ce manque d'hommes par de la main-d'œuvre étrangère. Pour cela, il convoque à la chancellerie Fritz Sauckel et le charge d'organiser le recrutement général des ouvriers de l'Europe occupée. Sauckel se rend immédiatement à Paris et réclame 250 000 hommes. Il conclut, si la France veut vraiment collaborer, qu'elle le prouve. Et Pierre Laval essaie de lui prouver. Il imagine un système basé sur un devoir moral, la relève. Si un Français part volontairement travailler en Allemagne, un prisonnier reviendra chez lui. Hitler accepte immédiatement, mais il impose 3 ouvriers qualifiés contre un seul prisonnier. Le rapport de force, encore et toujours. Laval, pourtant, cherche à tirer un bénéfice politique de cet accord et s'adresse aux Français. Mais dans ce discours, il va commettre une erreur, une phrase monstrueuse, une phrase sacrilège qui le condamne pour toujours. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Aujourd'hui, j'ai la volonté de rétablir avec l'Allemagne et avec l'Italie des relations normales et confiantes. Je ne me résous pas, pour ma part, à voir tous les 25 ou 30 ans la jeunesse de nos pays fauchée sur les champs de bataille. J'ai toujours trop aimé mon pays pour me soucier d'être populaire. Quand je vous dis que cette politique est la seule qui puisse assurer le salut de la France et garantir son développement dans la paix future, vous devez me croire et me suivre. Et Laval met en scène la première relève à la gare de Compiègne, où il a exigé que ceux qui reviennent croisent le regard de ceux qui partent. L'objectif, prouver que sa politique de collaboration sert enfin les intérêts de la France. Ils étaient près de 2 millions dans les camps au lendemain de l'armistice. Plusieurs centaines de mille ont été libérés. Une politique conforme aux intérêts de la France, comme celle de Montoire, aurait pu accélérer leur retour. Le chancelier Hitler, par la grandeur de son geste, donnait à la France, parce que c'était elle, le témoignage de son estime et de sa confiance. C'est pour tenter de reprendre cette politique que je suis aujourd'hui au pouvoir, et si je me heurte à des difficultés, je reste néanmoins toujours confiant. Vive la France! Vive le maréchal! Vive le maréchal Pétain! À Vichy, Pierre Laval et Philippe Pétain continuent de jouer la comédie du pouvoir. Ils donnent l'image d'un exécutif uni, pourtant gangréné par leur rivalité. Et en ce 5 novembre 1942, ni l'un ni l'autre ne se doutent que le destin de la France va bientôt basculer. L'amiral Darlan vient d'arriver à Alger pour des raisons personnelles. Son fils se meurt à l'hôpital. Ce voyage privé l'a placé aux premières loges pour assister à l'événement qui va changer le cours de la guerre. Nom de code, Opération Torche. 290 navires et 120 000 soldats américains débarquent dans les territoires français d'Afrique du Nord. Darlan est impressionné. Il comprend ce jour-là que l'Allemagne ne pourra pas tenir face aux Américains. À l'aube, Laval est informé de ce débarquement. Immédiatement, il annonce la rupture des relations diplomatiques avec Washington.
Quant à Pétain, il dénonce une agression contre la France et ordonne de tirer sur les Américains. Ce 8 novembre, Hitler est à Munich pour une cérémonie militaire. Il cherche à tirer profit de la position française et télégraphie à Otto Abetz. Les Français sont-ils sérieusement prêts à déclarer la guerre à la Grande-Bretagne et aux États-Unis? S'ils se déclarent prêts, sans équivoque, nous serons prêts à marcher avec eux, pour le meilleur et pour le pire. La collaboration va connaître son moment de vérité. Depuis Paris, Abetz transmet à Laval et insiste. Je souligne la dimension historique de ce message du Führer et presse le président Laval de donner d'urgence une réponse positive. Dès le lendemain, Laval se rend à Munich. Hitler exige l'entrée en guerre de la France contre les États-Unis et l'accès immédiat aux bases françaises de Tunisie. Laval tergiverse et se retranche derrière Pétain, qui, lui, défend, comme toujours, la neutralité. En Algérie, les Américains triomphent, grâce notamment à la trahison de l'amiral Darlan. Il vient de changer de camp et engage les troupes françaises d'Afrique aux côtés des Alliés. Darlan est une belle prise. Le chef de l'armée, le dauphin de Pétain. Pétain vient d'apprendre la trahison de celui qu'il estimait le plus. Meurtri, il prononce sa destitution immédiate. Mais l'entourage du maréchal le presse de suivre l'exemple de Darlan. Un avion l'attend pour rejoindre les Alliés au Maroc. S'il part, il sauve son honneur malgré les compromissions. S'il reste, il entre définitivement dans l'histoire comme l'homme de la collaboration. Mais Pétain refuse de quitter le territoire. Il estime que ce serait un abandon. Aveuglé par l'orgueil, il se voit comme le dernier rempart protégeant les Français. Le 11 novembre, en réaction au débarquement américain en Algérie, Hitler déclenche l'opération Attila. La zone sud est envahie par la Wehrmacht. L'armée d'armistice sera désarmée et bientôt dissoute. La France possède une dernière pièce convoitée. La flotte stationnée dans la rade de Toulon. L'amiral Darlan, pourtant destitué, ordonne le ralliement aux Américains. Mais à Toulon, l'amiral commandant la flotte, fidèle à Pétain, choisit la neutralité. Ni les Américains, ni les Allemands. Et il ordonne le sabordage. En quelques jours, Vichy a perdu tout ce qu'il prétendait défendre. Sa zone libre, son empire, son armée, sa marine. La politique de collaboration est un fiasco. Laval, comme à son habitude, exploite la situation. Il convainc Pétain de renforcer l'autorité du seul homme auquel les Allemands font confiance, lui-même. Et le maréchal signe l'acte constitutionnel accordant à Pierre Laval les pleins pouvoirs et le droit de succession. Laval est arrivé à ses fins politiques. Il a reconquis le pouvoir. Mais à quel prix ? Et si Laval triomphe à Vichy, son ennemi politique, l'amiral Darlan, achève tragiquement son destin. Il est assassiné à Alger par un militant royaliste. Ils sont peu nombreux à pleurer le parcours sinueux de cet officier républicain, devenu un farouche collaborateur,
finalement rallié aux Américains. Il ne s'agit pas pour moi de vous adresser ce soir des vœux d'avenir. Pas plus que vous, je ne sais ce que l'année nouvelle doit apporter. Misère ou soulagement. La Providence a ses desseins. Mais je vous dis bien haut, Français, méditez vos malheurs. La Providence a ses desseins. Méditez vos malheurs. Dans ce discours aux accents de prêche, à qui Pétain s'adresse-t-il? Aux Français ou à lui-même? Cet homme de bientôt 87 ans veut rassurer les Français. Mais les Français n'attendent plus rien de la collaboration. Les Français ont faim. Le rationnement est fixé à 120 grammes de viande par personne et par semaine. Les Français ont froid. L'hiver 1942 atteint des records. Il fait moins 20 degrés à Vichy et moins 14 à Paris. C'est durant ce rude hiver que Pierre Laval leur inflige une nouvelle contrainte, le STO, service du travail obligatoire. La relève, en effet, n'a pas fonctionné. À peine 50 000 Français sont partis travailler en Allemagne. Et les Allemands exigent toujours 200 000 travailleurs. Cette fois, il n'est plus question de volontariat, mais de travail forcé, interdit par les lois de la guerre. À partir de février 1943, plus aucune possibilité d'échapper au départ pour l'Allemagne. La collaboration censée protéger les Français les expose en première ligne. Et le STO devient la loi la plus impopulaire de Vichy. Apportez-moi les derniers rapports des préfets que vous avez reçus. Tous les rapports vont dans le même sens. Le préfet d'Orléans écrit « Le STO a fait naître au sein de la population une résistance profonde contre le gouvernement. » Résistance. Elle va bientôt servir de cache à certains réfractaires du STO. Mais ces hommes ne choisissent pas la clandestinité par conviction, mais par nécessité. Il faut se cacher de la nouvelle force de répression que Laval vient de créer, la milice. La milice française a pour première tâche de sauver la France du bolchevisme. La milice est une police politique, chargée de traquer par tous les moyens les résistants, les réfractaires et les juifs. Rafles, tortures, massacres en tout genre vont faire des 30 000 miliciens les hommes les plus craints et haïs du régime. Et Laval reconnaît officiellement la milice comme une organisation d'utilité publique. Les collaborationnistes sont maintenant aux portes du pouvoir. Pétain assume cette dérive en déclarant « Miliciens et légionnaires, aidez-moi à montrer le vrai visage de la France. » Nous préférons, quant à nous, mourir que de subir le triomphe d'Israël. Il faut être avec les légionnaires du front de l'Est contre les assassins du front de France. Il n'est pas possible, le jour où les Anglo-Américains essaieront de mettre le pied sur le continent, il n'est pas possible que ne se dresse pas devant eux une nation compacte, rassemblée, armée. Après 2 ans et demi de collaboration, les Allemands accèdent enfin à l'une des revendications de Pétain. La ligne de démarcation est supprimée. Mais c'est un geste dérisoire, cynique, en regard de toutes les concessions de Vichy et de l'invasion de la zone sud.
Pourtant, Laval continue de défendre sa collaboration. Je constate que ces résultats sont dus à une politique persévérante et tenace. Cette politique, je la faisais avant la guerre, pour éviter la guerre. Et j'ai fait cette politique parce que j'ai le sentiment qu'un continent est en train de s'organiser et que la France doit s'intégrer librement dans la nouvelle Europe. Le 30 avril 1943, Hitler convoque Laval à Berchtesgaden. Depuis la défaite de Stalingrad, la suprématie de l'armée allemande vacille. Le Führer est entré dans ce qu'il nomme la guerre totale. Il exige une mobilisation de toutes les ressources des pays occupés. Une nouvelle fois, Laval cède. L'accord est signé par Jean Bichelonne, le ministre de la Production industrielle, qui met 15 000 entreprises françaises du BTP au service du Reich. Avec son homologue allemand, Albert Speer, il signe un accord permettant aux Français de travailler pour l'Allemagne, mais en France. C'est l'organisation Todt, chargée de construire sur la côte ouest le mur de l'Atlantique. Près de 290 000 Français vont ainsi ériger les fortifications devant empêcher la libération de leur propre pays. Au nom de la collaboration, ce sont désormais 3 millions de Français qui travaillent pour l'Allemagne nazie. La France est devenue le premier fournisseur d'ouvriers qualifiés du Reich. Et toujours sans aucune concession majeure. À Vichy, le régime s'essouffle. L'administration s'interroge. Pour les Allemands, il est donc devenu urgent de faire basculer le pouvoir du côté des collaborationnistes. Fiable, déterminé, pro-nazi convaincu. Otto Abetz a rédigé personnellement la liste de ceux qu'il exige de voir entrer au gouvernement. Le 16 mars 1944, Marcel Déat obtient enfin son portefeuille. Ministre des Affaires sociales et du Travail. Tout un programme, celui du STO. Quant à Philippe Henriot, qui a craché son venin sur les ondes de Radio Paris, il a été nommé ministre de l'Information et de la Propagande. Et c'est vous qui nous dites que nous ne sommes pas des patriotes, vous qui avez tellement perdu la foi dans votre patrie que vous ne comptez plus que sur l'étranger pour lui rapporter ce qu'elle a perdu. Reste la police. Les Allemands misent sur Joseph Darnan, qui a prêté serment à Hitler. Abetz écrit à son sujet: « C'est un ennemi passionné des Juifs. Il dispose de capacités de jugement limitées, d'expériences administratives insuffisantes et surtout, il est d'une grande malléabilité intellectuelle. C'est l'homme de la situation. » Darnan devient secrétaire général au maintien de l'ordre, tout en dirigeant la milice dont Hitler arme désormais les membres. Vichy est devenu un État milicien, une machine répressive qui tourne à plein régime pour sa seule survie. Tous les mois, plus de 4000 Français sont arrêtés, interrogés, torturés. Les exécutions s'enchaînent, les résistants sont traqués et les réseaux parfois anéantis. À Paris, les collaborationnistes ont triomphé. Réunis au Veldiv, ils peuvent même se permettre de faire le salut nazi. Ils cherchent maintenant à recruter de nouveaux volontaires pour un engagement dans la Waffen-SS. Alors qu'au même moment, à Alger,
s'ouvre le premier procès d'un collaborateur. Pierre Pucheux, ministre de l'Intérieur en 1941, est traduit devant la justice du gouvernement provisoire de la République française. Sa condamnation à mort et son exécution immédiate sonnent pour les collaborateurs comme le prologue annoncé de leur propre fin. C'est dans ce contexte mortifère qu'à Vichy, on célèbre l'anniversaire du maréchal. À 88 ans, il décline. Seule Eugénie, son épouse, semble s'en inquiéter. Pour le reste, on regonfle la baudruche, comme le dit Hitler, qui a encore besoin du prestige du maréchal. Ce jour-là, Pétain a décidé de s'offrir une escapade aux environs de Vichy. Une de ces rares escapades que les Allemands lui autorisent, car depuis plus d'1 an, il est surveillé 24 heures sur 24. On s'approche de lui comme d'une image pieuse. On le touche comme une relique protectrice. Et cette petite foule qui marche avec respect quelques mètres en retrait semble accompagner les derniers pas d'un homme dont le combat est de tenir encore un peu. Puis il rejoint le château de Charmeil, sa résidence privée. Pétain, l'ardent défenseur de la natalité, n'a jamais eu d'enfant. Ses petites filles sont celles d'Eugénie. À quoi pense-t-il, Philippe Pétain, qui craint la chute de cet enfant, alors que les avions alliés ont intensifié leurs bombardements sur la Normandie et la région parisienne? Pétain veut apporter son soutien aux populations des zones bombardées. Il a obtenu l'autorisation des Allemands de se rendre dans la capitale pour la première fois depuis la défaite. Et il peut mesurer cet étrange phénomène que représentent les beaux restes de sa popularité. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont venues l'acclamer sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Mais les Parisiens acclament-ils Pétain? Ou bien laissent-ils éclater leur joie de voir enfin dans Paris ce qui était interdit jusque-là, le drapeau français et la Marseillaise? Puis Pétain parcourt les 400 mètres qui séparent l'hôtel de ville de Notre-Dame pour une cérémonie en hommage aux victimes des bombardements alliés. Son objectif est de démontrer aux Français que les hommes de la collaboration compatissent et les protègent. Ils sont tous là, derrière le chef, malgré les rancœurs et les haines. Laval, bien sûr, Déat, Darnan, Brinon, Henriot et les autres. Tous ces hommes qui ont vendu leur âme au diable et qui se recueillent devant Dieu. Ils sont tous là, figés dans l'écoute de la messe des morts, prélude funèbre à leur propre fin vers laquelle ils s'avancent, sans le savoir encore. Puis, durant 3 semaines, Pétain rend visite aux populations des villes bombardées, s'adonnant aux bains de foule qu'il revigore.
Mais ces images de propagande ont un but. Laisser croire que le chef de l'État français est libre de ses mouvements, donc de ses actes. Le 6 juin, alors qu'il visite les blessés à l'hôpital de Saint-Étienne, Pétain est contraint d'interrompre la mascarade. On vient de l'informer de l'événement qui va faire basculer la guerre. Depuis l'aube, 150 000 soldats anglo-américains, 5 000 bateaux, 12 000 avions s'élancent à l'assaut des côtes normandes. L'objectif est de libérer la France et de pénétrer en Allemagne. C'est la plus grande opération militaire de tous les temps. La première réaction des collaborationnistes au débarquement est de vouloir lancer de nouveaux volontaires contre les Alliés. Miliciens, à vous! Un déni de réalité, une folie qui voit les derniers engagés de la milice, le 13 juin 1944, jurer fidélité à Darnand. Seul Abetz paraît lucide. Il note dans ses carnets « Les collaborationnistes ne peuvent plus reculer. Souhaitent-ils vraiment se battre pour l'Allemagne ou simplement éviter leur mort personnelle ?» La mort, elle flotte partout dans le monde lugubre des collaborateurs. Philippe Henriot a été abattu par un groupe de résistants. Les mines sont graves. Pour tous, l'heure des comptes va bientôt sonner. À partir du 19 août, les combats pour la libération de la capitale font rage. Le tout Paris collaborationniste est affolé. C'est le sauve-qui-peut général. Abetz a trouvé un point de chute pour ses amis français. Une petite cité sur les bords du Danube, Sigmaringen. Moins de 2000 personnes y convergent, dont l'écrivain Louis-Ferdinand Céline. Et Pétain y est amené de force par les Allemands, car il refusait de quitter la France. Dans un geste dérisoire, il annonce qu'il se met en grève de ses fonctions de chef de l'État. Alors qu'à Paris, De Gaulle constitue le gouvernement provisoire de la République, à Sigmaringen, les hommes de la collaboration s'adonnent à leur triste combine pour diriger ce gouvernement fantoche. L'ambassadeur de Brinon abat son jeu. Il s'impose comme chef du gouvernement en exil, avec le soutien d'Hitler, à qui il écrit « Nous espérons que le travail que nous entreprendrons de toutes nos forces contribuera à la victoire finale de l'Allemagne. » Quant à Laval, il refuse de participer à cette mascarade. Il ne quitte plus le premier étage du château, n'adresse plus la parole à Pétain et se consacre entièrement à la construction de sa ligne de défense. Car Laval le sait. La collaboration qu'il a orchestrée a vécu. Pendant ce temps, en France, les collabos sont traqués et livrés à la vindicte de la foule. Comme ici, dans le village de Cussé, proche de Vichy, où 2 miliciens ont été arrêtés. Comment calmer la soif de justice que les années d'oppression et de peur ont transformée en une explosion de violence collective? Environ 5000 personnes seront exécutées, sans procès. Puis
à ces femmes, victimes expiatoires, accusées d'avoir dénoncé ou d'avoir couché avec l'ennemi. La foule veut les punir, les raser de ce symbole sexuel que sont les cheveux. « 20 000 femmes seront ainsi tondues et marquées dans leur chair. Canaliser cette violence et éviter la guerre civile deviennent les priorités du général de Gaulle. Il faut une épuration, mais légale. Pour cela, il crée les cours de justice qui permettent à l'État de reprendre la main. Les camps d'internement changent d'occupants. Miliciens, hauts fonctionnaires, industriels ayant soutenu la collaboration y sont enfermés, comme ici à Drancy, dans l'attente de leur procès. Le 26 avril 1945, Pétain décide de se rendre. Avec Eugénie, ils franchissent la frontière suisse. Le maréchal est emprisonné au fort de Montrouge. Quant à Pierre Laval, il a fui vers l'Espagne. Deux mois après la capitulation allemande, l'épilogue de la collaboration va se jouer dans un tribunal. La Haute Cour de justice est chargée de juger 108 personnes, dont le chef de l'État français et les membres de ses gouvernements. Une première dans l'histoire de France. C'est un procès politique. Le jury se compose de 12 anciens parlementaires et de 12 résistants. Quant à la Cour, ce sont des magistrats qui, à l'exception du procureur général, ont tous juré fidélité au maréchal quand celui-ci était chef de l'État. L'homme qui s'est construit l'image d'un père protecteur de la nation écoute l'acte d'accusation. Crime contre la sûreté de l'État, de haute trahison, d'intelligence avec l'ennemi. Pétain a 90 ans. Il entend mal. Il souffre de la chaleur qui s'est abattue sur Paris. Et il peut bien tenter de cacher son visage du regard inquisiteur de la caméra. N'a-t-il pas en tête ces mots prononcés 5 ans auparavant ? C'est moi, et moi seul, que l'histoire jugera. Et toute l'histoire s'est donné rendez-vous dans ce décor trop étriqué. Les anciens présidents du Conseil, Édouard Daladier et Paul Reynaud, que Pétain a fait arrêter et déporter. Et Léon Blum, le juif, l'homme de gauche qu'il a livré aux Allemands et qui, en avril, était encore prisonnier au camp de Buchenwald avec sa femme. Que peut-il lire dans les yeux de Pétain, distant d'1 mètre à peine? Pas la moindre réaction quand Blum lance « Le maréchal Pétain a abusé de la confiance d'un peuple aux abois. Il en a abusé par son passé, sa stature, son visage. Et cela, c'est la trahison. » Mais le 30 juillet, un bruit traverse l'Assemblée et résonne comme un coup de théâtre. Pierre Laval vient d'être arrêté en Espagne. Laval le sait. Revenir en France, c'est faire un pas vers l'échafaud. Dès le lendemain de son retour, il est convoqué au procès Pétain. Les deux hommes qui ont gouverné ensemble et se sont haïs s'évitent du regard. Amaigri, vêtu d'un pauvre costume fripé, mais la cravate encore blanche, Laval, ancien avocat, est prêt pour l'ultime combat. Durant 4 heures, il se lance dans un monologue dont le but est d'assurer sa propre défense, répondant aux avocats de Pétain qui l'ont chargé de tous les crimes de la collaboration. Le 15 août, à 4 heures du matin, le jury annonce son verdict.
la peine de mort. Déchu de tous ses titres, Pétain doit se dépouiller de son uniforme dès la fin du procès. Quant à Pierre Laval, jusqu'au bout, il clamera avoir défendu les Français et conduit la seule politique possible. Son procès est expédié en 5 jours. Le 15 octobre, il est conduit au peloton d'exécution, près de la prison de Fresnes, au pied d'un château d'eau. À l'Île-Dieu, Philippe Pétain achève son existence. Le général de Gaulle a commué sa condamnation à mort en prison à perpétuité. C'est dans un fort militaire que désormais Eugénie, son épouse, lui rend visite une fois par semaine. Il y vivra encore 6 années. Et cet homme, ce vieillard despotique nourri d'orgueil, qui a défait la République, fut complice de la mort de 78 000 juifs et de milliers de résistants, a couvert les exactions de la milice, a tout accepté des nazis avec qui il avait pactisé. Cet homme peut encore se regarder dans un miroir. Mais étrangement, nous n'en percevons aucun reflet. Et Otto Abetz, qu'est-il devenu? Le 12 juillet 1949, la justice française lui demande des comptes. L'acte d'accusation précise: complicité de pillage, séquestration, mise à mort et assassinat. Il est condamné à 20 ans de prison. Mais début 1954, et s'appuyant opportunément sur le rapprochement franco-allemand, il obtient sa libération anticipée, comme toujours, en toute discrétion. Mais le destin ne lui laissera pas le temps de goûter à la liberté retrouvée. Il meurt avec sa femme, Suzanne, dans un accident de la route au début de l'année 1958. Le destin, ou bien, selon certaines rumeurs, la main de ceux qui redoutaient qu'un jour ne parle celui qui connaissait tout des compromissions françaises.